ontogénèse de l'immunité, le nourrisson et les immunoglobulines, un projet réalisé pour l'université Paul Sabatier par Burgère Diane et Viladrich Mireia. Le système immunitaire maintient l'intégrité de notre organisme. C'est une barrière essentielle de protection contre les milliards de pathogènes que nous côtoyons tous les jours. En tant qu'être vivant, l'embryon et à plus long terme le nourrisson devra lui aussi apprendre à se défendre. Sa maman va alors jouer un rôle essentiel dans sa protection immunitaire initiale et dans la mise en place de son immunité, notamment par le biais des immunoglobulines. Mais que sont les immunoglobulines et d'où viennent-elles ? Il existe dans le corps des lieux de formation des cellules de l'immunité, le thymus et la moelle rouge osseuse des os, appelée également organe lymphoïde primaire. Ces cellules pourront ensuite être stockées au niveau des amygdales et ganglions du cou, des ganglions des aisselles, de la rate, des ganglions abdominaux et des ganglions de l'aine. Les immunoglobulines sont produites par les lymphocytes B. Tout débute dans la moelle osseuse à partir des cellules souches hématopoïétiques CSH. Ces dernières forment des progéniteurs lymphocytaires communs appelés CLP, cellules lymphoïdes progénitrices. Une partie de ces cellules migre vers le thymus et forme les lymphocytes T, impliqués dans l'immunité cellulaire. L'autre partie reste dans la moelle pour former les lymphocytes B, impliqués dans l'immunité humorale. On parle alors à ce stade de cellules pro-B. Le développement et la maturation des cellules pro-B dépendent d'un contact étroit avec les cellules stromales de la moelle, qui constituent un tissu de soutien. En effet, les cellules stromales expriment des facteurs membranaires ou sécrétés indispensables à ces étapes de maturation. Le lymphocyte B mature, dit naïf, est le stade ultime de développement de la lignée B dans la moelle. Ce stade de lymphocyte migre ensuite vers les organes lymphoïdes secondaires, au niveau desquels il rencontre l'antigène concerné, ce qui induira l'hypermutation somatique et la commutation de classe. Ce processus permet de changer le type d'immunoglobuline produite par la cellule. Après activation, par leur rencontre avec l'antigène, les lymphocytes se différencient en cellules B mémoire ou en plasmocytes. Ce sont eux qui sont responsables de la production des anticorps. Les immunoglobulines, communément appelées anticorps, sont des protéines complexes produites et utilisées par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique. Il existe 5 différents isotypes d'immunoglobulines. Ils se distinguent les uns des autres par des changements de structure de la région constante et de leur chaîne protéique. En effet, les immunoglobulines possèdent également une partie dite variable qui détermine leur spécificité. Les immunoglobulines M, appelées IgM, sont les premiers anticorps circulants exprimés par les plasmocytes suite à une primo-infection. La concentration sanguine des IgM diminue ensuite très rapidement pour être remplacée par d'autres isotypes. Les IgM ne traversent pas le placenta. Les immunoglobulines D, IgD, sont co-exprimées avec les IgM. Elles ne peuvent pas traverser le placenta, mais joueraient un rôle indispensable dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes ou cellules mémoire. Les immunoglobulines E, troisième isotype appelé IgE, jouent un rôle important dans les mécanismes d'allergie. Les IgE produites se fixent sur des cellules du système immunitaire, comme les granulocytes par exemple, ce qui entraîne des réactions inflammatoires et la libération de médiateurs, comme l'histamine, impliqués dans la réaction allergique et les signes cliniques. Les immunoglobulines G, quant à elles, sont les plus abondants des anticorps circulants et jouent ainsi un rôle primordial dans la détection et la défense plus rapide pour lutter contre un agent pathogène suite à une première exposition. Elles ont la caractéristique de passer aisément au travers des parois des vaisseaux sanguins et du placenta, procurant ainsi une protection immunitaire au fœtus. Enfin, les immunoglobulines A, IgA, se localisent plus spécifiquement à la surface des muqueuses, qui sont des tissus mous tapissant l'intérieur des organes creux et des cavités naturelles de l'organisme,
comme les voies respiratoires ou digestives. Les immunoglobulines A participent ainsi à la barrière de sélection et de défense qui sépare le milieu interne, qui doit maintenir avec une grande précision son homéostasie pour préserver la vie, et le milieu externe, dans lequel l'organisme trouve les ressources nécessaires à son bon fonctionnement, mais qui abrite également les nombreux dangers potentiels, comme des agents pathogènes ou toxiques. Chez l'embryon et à plus long terme le nourrisson, ce sont les immunoglobulines A et G qui vont jouer un rôle majeur vis-à-vis de sa protection immunitaire. Stade prénatal. Le système immunitaire de l'embryon se met en place dès le premier trimestre de la grossesse. Entre 3 et 8 semaines de gestation, le processus d'hématopoïèse, processus de production des cellules sanguines, est très primitif. Il se produit à l'extérieur de l'embryon dans le sac vitelin, où sont présentes des cellules souches pluripotentes à l'origine des différentes lignées hématopoïétiques. Des précurseurs de lymphoïde B sont détectables dans le foie fœtal, de même que des cellules monocytaires et dendritiques sont présentes dans les ganglions lymphatiques et la rate. À la fin du premier trimestre, lorsque l'organogénèse marque le début du stade fœtal, les cellules souches pénètrent dans l'embryon et sont intégrées dans la région méso-aortique à côté du cordon ombilical. Pendant la période fœtale, l'hématopoïèse se produit dans le foie, organe hématopoïétique principal, et dans la rate. À la fin du deuxième trimestre, l'hématopoïèse commence à se faire dans la moelle osseuse. Il deviendra de plus en plus importante de manière à ce qu'après la naissance, elle ne soit plus produite que dans la moelle osseuse. La moelle est active dans tous les os jusqu'à 4 ans. À l'âge adulte, l'hématopoïèse est réservée aux os plats et courts, comme le sternum, les côtes, les os du bassin ou encore le crâne. Le système immunitaire de l'embryon reste donc encore immature. C'est pour cela que la mise en place du placenta est indispensable. Cet organe d'échange entre la mère et le fœtus s'implante dans l'utérus durant 9 mois. Il va permettre l'oxygénation, la nutrition et la protection de l'embryon dès les premiers jours du fœtus jusqu'au terme de la grossesse. C'est grâce à cette interface essentielle que les immunoglobulines maternelles seront transmises. Ce passage placentaire est un processus actif particulièrement intense dans les derniers trimestres de la grossesse. Il permet l'obtention d'une immunité passive protégeant l'enfant pendant ses premiers mois de vie, grâce à un répertoire d'anticorps qui reflète l'expérience immunologique de la mère. C'est la pinocytose qui permet le transfert de macromolécules de la mère à l'enfant. Les immunoglobulines en font partie. À ce stade, les seules immunoglobulines aptes à traverser le placenta sont les immunoglobulines G. Ce transport placentaire débute vers 13 semaines et ne cessera d'augmenter au cours de la grossesse. 9 mois se sont passés. Le moment tant attendu de la naissance se prépare. Le nouveau-né se retrouve propulsé dans un nouveau monde, respire pour la première fois et effectue également sa première rencontre face aux pathogènes. Le système immunitaire du nouveau-né est composé exclusivement de lymphocytes T et B naïfs et n'est pas suffisamment mature pour se défendre. Car même si le nombre de lymphocytes B était circulant par microlitre de sang est 4 à 3 fois supérieur chez le nouveau-né comparativement à l'adulte, il possède une efficacité beaucoup plus faible. Heureusement, la nature a bien fait les choses. Le transfert placentaire des immunoglobulines maternelles va permettre au nouveau-né de posséder toutes les défenses nécessaires pour faire face à son nouvel environnement dès sa naissance. Les immunoglobulines G transmises durant la grossesse vont jouer un rôle primordial dans la protection du nourrisson au cours des 6 premiers mois de sa vie. L'allaitement maternel joue également un rôle essentiel par le biais des immunoglobulines contenues dans le lait. Il prolonge cette protection. Le lait maternel apporte essentiellement des IgA sécrétoires, contribuant à assurer une protection des muqueuses. Cela permet donc au nourrisson de se protéger des infections digestives et respiratoires notamment. Cependant, il existe 2 limitations à cette immunité passive. Elle est transitoire et elle ne protège l'enfant que vis-à-vis de pathogènes contre lesquels la mère est elle-même déjà immunisée. Stade 0-3 mois. Les 3 premiers mois, le nourrisson reste protégé grâce aux anticorps de la mère.
donc grâce aux immunoglobulines G transplacentaires et aux immunoglobulines A si la maman allaite. Le système immunitaire propre aux nourrissons reste encore très déficitaire. On observe un fonctionnement faible, des réponses mettant en jeu les TLR, récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires associés aux pathogènes, un des plus anciens composants du système immunitaire, des réponses pro-inflammatoires, des réponses immunitaires face aux antigènes, des cellules NK, et pour finir, les lymphocytes CD4 néonataux ont un déficit de réponse cytokinique, les cytokines étant des substances solubles de signalisation cellulaire synthétisées par les cellules du système immunitaire. Stade 3-6 mois. C'est à partir de 3 mois que le nourrisson commence à synthétiser sa propre empreinte immunitaire suite à la rencontre avec les pathogènes. Il acquiert progressivement la capacité de produire ses propres anticorps. Cependant, les anticorps maternels sont toujours présents et contribuent au rôle de protection. Stade 6 mois et plus. On observe à ce stade une disparition progressive des anticorps de la mère, qui sont relayés par le système immunitaire du nourrisson, qui devient alors autonome. La mise en place du système immunitaire est une phase essentielle dans l'adaptation et la préservation du nourrisson dans son environnement. Tous les facteurs pouvant avoir une influence sur le développement du système immunitaire vont être déterminants. En constatant l'importance de la protection immunitaire initiale du nouveau-né, qui dépend presque intégralement dans ses premiers mois de celle de sa mère, cela pose l'importance de la qualité immunitaire et plus largement de la bonne santé globale de sa mère et de ses expériences immunitaires. L'âge gestationnel, et particulièrement la prématurité, est un facteur déterminant sur le niveau d'efficacité de la protection immunitaire du nouveau-né. Les prématurés disposent en effet d'une quantité très réduite d'immunoglobulines totales et spécifiques à la naissance. Le système immunitaire propre du prématuré étant encore plus immature et inefficace que lors d'une naissance à terme, cette période implique donc un risque majoré de fragilité immunitaire qui impose des précautions rigoureuses contre les risques infectieux et une attention précise pour la mise en place de l'alimentation orale sur une sphère digestive particulièrement immature. Depuis ces dernières années, la recherche scientifique a mis en lumière un lien fondamental et indissociable avec notre flore bactérienne digestive, pour la mise en place et l'entretien de notre système immunitaire. Nos bactéries intestinales semblent en effet être en relation très étroite et réciproque avec nos cellules immunitaires par l'intermédiaire d'un tissu lymphoïde, tels que les plaques de Peyer, appendices, lymphocytes intramembranaires, associés aux muqueuses appelées GALT, au niveau intestinal, ce qui représente 70 à 80% de la globalité de notre système immunitaire. Le microbiote intestinal propre à chaque individu s'appelle entérotype. C'est la signature bactérienne intestinale. Il détermine la maturation et l'éducation de son système immunitaire. Parmi les multiples actions synergiques que notre microbiote intestinal entretient avec nous, il module la sécrétion des immunoglobulines A par nos lymphocytes intestinaux en cas de besoin. La découverte de ce lien intime et bénéfique entre nos bactéries et nos cellules est fondamentale et permet de comprendre l'importance de tous les facteurs qui vont influer sur la mise en place de notre flore bactérienne digestive. Parmi ces facteurs d'influence sur la mise en place du microbiote intestinal, on retrouve la voie de naissance. Elle est déterminante sur la mise en place de la flore bactérienne digestive du nouveau-né, impliquant une différence de statut immunitaire. Nées par voie basse, les bactéries retrouvées dans la flore intestinale de l'enfant sont celles de la flore vaginale et fécale de la maman, lactobacillus principalement, qui sont alors récoltées au passage. Nées par césarienne, c'est un ensemencement de bactéries cutanées récoltées à l'extraction de la peau maternelle et lors de la manipulation par les soignants que l'on retrouve dans les intestins du nouveau-né. Le risque allergique pour l'enfant né par césarienne semble être plus élevé et mettre 4 à 5 ans avant de revenir au seuil moindre de risque allergique qu'à l'enfant né par voie basse. Les bactéries intestinales paraissent donc effectivement moduler l'adaptation et la réactivité immunitaire de l'enfant face à son environnement.
L'allaitement maternel semble également participer à l'ensemencement du microbiote du nourrisson et lui apporter, en outre des immunoglobulines A sécrétoires, des bactéries digestives adaptées qui viendront stimuler la mise en place de son système immunitaire. L'allaitement semble diminuer le risque de développement ultérieur de réponses allergiques ou auto-immunes chez l'enfant et l'adulte. La qualité de l'alimentation. L'alimentation de la maman, puis celle de l'enfant, va déterminer au départ, puis tout au long de sa vie, la nature de son ensemencement digestif et du bon fonctionnement de son écosystème intestinal. La qualité de la santé et de l'immunité semble être en lien très étroit avec la qualité de l'alimentation. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, disait déjà il y a 2500 ans que ton aliment soit ton premier médicament et toutes les maladies débutent dans l'intestin, supposant qu'il est observé ou compris un lien déterminant que l'on redécouvre aujourd'hui entre alimentation, intestin et immunité. Le contact avec l'environnement bactérien. L'enfant est exposé dans son environnement à de nombreux germes, considérés encore aujourd'hui comme souvent pathogènes et à risque d'infection. Or, il semble être conclu dans de multiples études scientifiques qu'à l'inverse, les enfants exposés sans réserve à un environnement bactérien ensemencé et biodiversifié, par exemple des enfants vivant à la ferme, soient moins soumis au risque d'asthme et d'allergie que les enfants dans un milieu urbain ou aseptisé. L'environnement bactérien semble ici encore intervenir dans des phénomènes régulateurs de tolérance et de réactivité de notre immunité, au risque d'un défaut d'adaptation immunitaire quand l'exposition bactérienne est absente ou trop faible. La qualité de la flore bactérienne digestive intervient donc comme déterminant essentiel dans la mise en place de l'immunité, tant tumorale que cellulaire de l'enfant, ce qui déterminera sa capacité future d'adaptation et de protection immunitaire dans son environnement.